Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Cette marche silencieuse dans Dakar hier samedi, initiative du collectif 480. 480 comme le premier décompte qui a été fait par les associations sur le nombre de Sénégalais qui ont perdu la vie en mer en tentant de rallier l'Europe dans des pirogues ces dernières semaines. Et dans les nouvelles estimations pas confirmées par le gouvernement, on a dépassé certainement et largement le chiffre de 480 victimes. Les autorités qui étaient plutôt préoccupées, entre autres, à installer cette semaine Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental, la nouvelle configuration de l'espace politique, qui est qui fait quoi? Bonjour Boubacar Camara. Bonjour Monsieur Fall et merci beaucoup de m'avoir invité. Je salue l'ensemble de vos auditeurs et téléspectateurs. Et beaucoup d'interrogations sur cette recomposition de l'espace politique, interrogations qui vous concernent. Après l'annonce de votre départ de la coalition Jotna qui s'était fermée autour de la candidature d'Ousmane Sonko à la dernière présidentielle, et vous avez dans la foulée mis sur pied votre propre coalition que vous appelez Tabar. Construire en Wolof, en tant que leader du parti de la construction justement et de la solidarité, le PCS. Et vous restez dans l'opposition? Absolument. Je vais d'abord évidemment m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu la vie et présenter mes condoléances à leurs familles sur ce qui se passe avec ce qu'on appelle communément l'immigration clandestine et que nous appelons l'exil. C'est un exil macabre de jeunes qui ne se retrouvent plus dans leur pays. Lorsque la majorité de la population, la force vive d'un pays est en partance, le pays a perdu son âme. Et voilà la gravité de la situation. En quittant le Sénégal il y a plus d'un mois, j'avais laissé ici deux grands soucis. L'épidémie, enfin, la pandémie de la Covid-19, et j'avais également laissé ici le problème de l'inondation, des inondations. Entre-temps, il s'est passé beaucoup d'autres choses, notamment cet exil de ces jeunes en masse. Il s'est passé également, politiquement, un remaniement ministériel extraordinaire, qui a vu celui qui était deuxième à l'élection présidentielle, qui avait recueilli des centaines de milliers de suffrages, aller rejoindre le pouvoir, comme ça, sans crier gare. Idrissa Seck, plus de 900 000 voix à la dernière présidentielle. Comme ça, vous rejoignez le pouvoir après avoir recueilli plus de 900 000 voix. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça l'exemple type de la tortuosité politique. C'est l'exemple type qu'il ne faut pas montrer à la jeunesse. Et cela a entraîné toute une analyse dans le cadre de notre parti, dans le cadre de notre coalition, et qui a abouti à une prise de position qui consiste à mettre en place une nouvelle coalition, qui s'ancre dans l'opposition et qui se bat pour montrer que la politique est quelque chose de noble. Il ne faut pas que les gens acceptent l'idée que tous les politiciens sont pareils. Si toutes les forêts étaient pareilles, comme on dit, mais il y a des forêts qui relégueraient, comme on dit en bon wolof, bu àll yëpp yemoon am àll yu bàyyi seen cër, bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër. Voilà le sens. Et ce remaniement est un exemple type d'une utilisation politicienne du pouvoir. Ce remaniement qui constitue un renforcement, affaiblissement du pouvoir, parce que le pouvoir est en face d'une situation extrêmement difficile. Et pour ce faire, il a été obligé de se renforcer. Et en se renforçant, il s'affaiblit. Et l'opposition a reçu un coup extrêmement dur. Voilà le sens de cette coalition que nous avons. C'est pas nouveau, cependant, de voir la tête de file de l'opposition rejoindre le cercle du pouvoir, au Sénégal et ailleurs. Non, au Sénégal, c'est nouveau. Idrissa Seck a fait, pour le nommer directement, a fait des va-et-vient, après avoir été deuxième
aux élections de 2007, je pense. Mais c'était des va-et-vient. Mais cette fois-ci, c'est un aller sans retour. Deuxième, les suffrages des Sénégalais. C'est extraordinaire, il n'y a aucune justification. Il n'y a aucun programme commun du gouvernement. Il n'y a aucun accord politique pour redresser une situation. Comme ça, armes et bagages liés, vous rejoignez le pouvoir. C'est un signal extraordinaire. Le prétexte de la conjoncture économique et de la relance de cette économie affectée par le Covid-19, pour vous, donc, ne suffit pas pour rallier le pouvoir? Rallier le pouvoir, c'est renoncer à sa conviction. Que le pouvoir soit dans une situation difficile, que le pays soit dans une situation difficile, que des hommes politiques responsables discutent des voies et moyens pour sortir de cette crise. Dans le cadre d'un programme commun, comme nous en avons fait l'appel, dans le cadre de l'appel de Kinshasa au 28 mai 2020, c'est possible. Qu'on discute, qu'on dise que sur tel point, il faut relancer l'éducation et la santé, il faut améliorer la situation du pays, il faut peut-être gérer autrement les ressources naturelles, il faut peut-être changer les sources de financement pour améliorer la situation. Cela est possible. Une discussion claire, une visibilité pour sortir de cette impasse. Ça n'est pas le cas. Avant ce remaniement que vous décriez, ce ralliement d'opposants comme Idrissa Seck, il y a Omar Sarr aussi qui entre dans le gouvernement. Avant ce remaniement, vous, personnellement, vous avez été reçu le 11 octobre par le président de la République. Le chef d'État vous a-t-il, au cours de cette audience, demandé de le rejoindre ? Le président de la République me connaît très bien. Le président de la République me respecte et je le respecte aussi. Il sait que je suis un homme de conviction, que j'ai choisi d'entrer en politique volontairement et que j'ai choisi de m'ancrer dans l'opposition. Et il sait que j'ai un programme politique. Il m'a fait appeler. J'ai pris mon avion. J'ai fait plus de 14 heures de vol. Je suis reparti le lendemain. Je l'ai écouté. Il m'a expliqué ce qu'il voulait faire de ce pays. Il m'a expliqué les mesures qu'il est en train de prendre pour mettre le pays dans une trajectoire durable. Je l'ai remercié de m'avoir invité parce que je pense qu'on ne s'improvise pas homme d'État. Lorsque vous êtes un homme d'État, lorsqu'un chef d'État vous appelle, vous parlez pour vous, pour avoir votre point de vue sur la situation, votre devoir c'est de lui parler franchement. Je rappelle que vous séjournez depuis plusieurs mois à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où vous travaillez. Et le président de la République, il a demandé à vous voir. Vous êtes venu, vous êtes reparti le lendemain. À mes frais. Le contenu, à vos frais. À mes frais. Attendez, je ne travaille pas seulement dans ce pays. Délivrez-nous tout le contenu de vos échanges. Je travaille dans beaucoup de pays. Et je travaille justement pour améliorer la situation de cette Afrique-là, qui est immensément riche et étonnamment pauvre. Cet exil professionnel, on en parle dans cette émission. Mais vos discussions avec Macky Sall... J'en viens, je n'ai pas fini. Ce n'était pas une invitation à le rejoindre? J'en viens. Quand il a fini de m'exposer ce qu'il pensait, je lui ai exposé ce que je pensais de ce pays, des rectifications qu'il faut faire. Je lui ai exposé mon programme politique. Et je lui ai montré que les rectifications sont essentielles. Le changement de cap n'est pas négociable pour nous. Nous ne pouvons pas embarquer dans ce navire qui dérive et qui a abouti aux résultats que nous avons vus. Nous ne pouvons pas dénoncer cette situation que les Sénégalais vivent. Dans ce pays, il y a des misères qui vous fendent le cœur, que nous constatons tous les jours. Nous ne pouvons pas critiquer cela et revenir dire que c'est bon. Donc, nous avons expliqué que ces rectifications-là sont indispensables. Et nous avons montré que nous ne pouvons pas nous engager dans un combat ou dans la mise en œuvre d'une politique publique qui n'est pas conforme aux orientations auxquelles Je répète la question. Il vous a formellement demandé c'est ça que je vous dis. Ça n'aurait pas de sens de me proposer de venir travailler avec lui. Parce que les divergences qui ont été constatées lors de cet entretien sont telles que ça n'aurait aucun sens
pour le président de la République de me dire venez travailler avec moi, venez me rejoindre. Parce que nous n'avons pas la même conception, nous n'avons pas la même vision de ce pays. Je considère qu'il y a des réformes indispensables, des rectifications indispensables. Le jour où le président décidera de s'engager vers ça, nous discuterons. Nous ne sommes pas des dogmatiques. Maintenant, que certains puissent craindre un reniement, ceux qui ne me connaissent surtout pas, je le comprends parfaitement, parce qu'on aura tout vu dans ce pays. Mais ceux qui me connaissent et qui savent exactement tout le travail que nous avons abattu pour arriver à ce niveau de conception d'un programme cohérent, ceux-là ne doutent pas de notre engagement politique. Estimez-vous cependant, avoir été transparent dans votre démarche? Vous rencontrez le président de la République à l'insu de l'opinion. C'était le 11 octobre. Que j'ai pris l'engagement de dire à l'opinion. Il a fallu que le journaliste Adam Agaï sur Facebook révèle justement l'existence de cette audience. Je n'ai jamais pris l'engagement et je ne prendrai jamais l'engagement en tant qu'homme d'État d'annoncer mes audiences avec le président. Je n'ai jamais pris l'engagement. Je termine. Quand on est une figure de l'opposition, qu'on rencontre le président de la République, ça va être porté à la connaissance du grand public. Cela dépend. Je n'ai jamais pris l'engagement, au sortir d'une audience avec le président, de faire une conférence de presse ou de dire exactement le contenu de nos entretiens. Non. C'est à nous, quand je dis nous, notre parti, nos alliés, d'apprécier l'opportunité d'en parler ou de ne pas en parler. Je ne pense pas qu'à la veille d'un remaniement ministériel, ça rend obscur la démarche. Rien n'est obscur. Vous savez, nous, notre parcours parle pour nous. Notre parcours n'a pas un seul grain d'obscurité. Donc, notre parcours parle pour nous. Si nous décidons de ne pas garder... Est-ce que ce n'est pas parce que vous étiez dans des négociations avec Macky Sall qu'il vous a peut-être fait des propositions qui ne vous agréent pas? Non, il ne m'a fait aucune proposition, je vous l'ai dit. Les faits sont sacrés. Le président Macky Sall ne m'a fait aucune proposition. Il a expliqué sa vision, je lui ai expliqué ma vision dans un climat... Si le journaliste Adam Agaï n'avait pas révélé cette audience, vous ne l'auriez jamais... Non, ne dites pas ça. Ce qu'on a dit, nous, avant de partir à cette audience, nous avons parlé à notre parti, nous avons parlé à nos alliés politiques. Ce n'est pas notre parti qui était en audience, c'était le président d'honneur du parti, Boubacar Camara, qui était en audience. Quand on a fini de parler avec le président, nous avons rendu compte à nos alliés, nous avons rendu compte à notre bureau politique qui a décidé... Le bureau politique qui a décidé de ne pas parler de cette audience pour éviter des spéculations à la veille d'un remaniement. Quand on a une philosophie de la transparence et de la vérité, on ne fait pas des rencontres. Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. On ne fait pas des rencontres avec le président public derrière des portes closes, loin des caméras. Toutes les rencontres se font derrière des portes closes. Cette rencontre n'était pas faite, filmée. Le président vous appelle, demande votre avis. Vous donnez votre avis. Nous ne pensons pas que c'était opportun de venir dire que le président nous a rencontrés. C'est ouvrir la voie à toutes les spéculations à la veille d'un remaniement, qui a eu lieu d'ailleurs le 1er novembre. Et dans ce remaniement, vous n'avez pas vu Boubacar Camara. Plus de 15 jours avant, vous avez eu cette audience avec le président public. Ça veut dire que ça n'a aucune importance. Aucune importance par rapport à notre schéma politique. C'est pour ça qu'on n'a pas cru nécessaire d'en parler. S'il y avait des propositions, s'il y avait des points importants qui ont un impact sur notre vie politique, on en aurait parlé. Mais ça n'a aucune importance que le président nous appelle, nous demande notre avis, qu'on explique notre avis. Ce n'est pas une raison. Le jour où ce sera nécessaire de le faire, le jour où on rencontrera le président, et s'il me rappelle demain, je vais aller le rejoindre pour parler avec lui. Et lorsque ce sera nécessaire de rendre compte à l'opinion, je le ferai. Nous avons estimé que ce n'était pas nécessaire de rendre compte à l'opinion. Nous n'avons pas rendu compte à l'opinion. Vous l'avez alors fait sur le dos de l'opinion et de vos militants. Le dos de l'opinion, tu sais, nous ne subissons pas la dictature de l'opinion. Nous sommes des hommes politiques, nous sommes des leaders conscients, nous connaissons notre devoir, nous connaissons notre engagement. Nous ne sommes pas ce n'est pas parce que les gens ou certains pensent pouvoir utiliser cet événement. D'ailleurs, au lendemain de notre sortie de Djodna, parce que ce qu'ils avaient dit, c'est dit si on est sorti de Djodna, c'est parce qu'on a rencontré le président qui nous a dit de sortir de Djodna. Et alors, tout a été démenti, parce que le président Ousmane Sonko lui-même est sorti de Djodna. Le président Ousmane Sonko lui-même a expliqué
Et il connaît parfaitement les raisons pour lesquelles on est sorti de Jotna. Et je voulais expliquer au lendemain du remaniement, de recomposition. Très bizarre la coïncidence quand même. Il n'y a pas de coïncidence possible. C'est des faits qui se déroulent comme tous les jours et chaque fait a son explication. Votre audience avec Macky Sall n'a-t-elle pas fait voler en éclat cette coalition? Non, ça n'a rien. Mais Macky Sall serait trop fort. Aujourd'hui, Macky Sall est complètement affaibli au point d'aller chercher un Idrissa Seck. Au point d'aller chercher, il est en train de recomposer tous ceux qui ont dirigé le pays depuis 1960. Il a avec lui l'homme qui a récolté près d'1 million de suffrages à la dernière présidentielle. Mais il les a récoltés contre Macky Sall. Il ne les a pas récoltés parce qu'il était avec Macky Sall. Donc il faut relativiser. Aujourd'hui, il a avec lui, il a pêché, comme on dit en termes politiques, un gros poisson. Mais c'est un espadon. C'est un espadon qu'on appelle. C'est le poisson épais. Et ce poisson épais, là, je vous le dis, je vous le pronostique. La guerre va s'ouvrir entre Macky Sall et Idrissa Seck bientôt. Ah bon? Ah oui, comment? Absolument. Mais qu'est-ce qui peut justifier cette alliance? Et ça, l'avenir nous le dira. Qu'est-ce qui a pu justifier que Idrissa Seck accepte, malgré toutes ses déclarations, accepte malgré tout le suffrage qu'il a collecté, accepte malgré le fait que beaucoup de gens l'ont soutenu pendant ces élections? Il dit avoir levé toutes les, mais attendez, toutes les divergences avec Macky Sall. Non, mais justement, s'il a levé les divergences avec Macky Sall, il est du côté du pouvoir. Et il va mettre en œuvre la politique de Macky Sall, d'ailleurs dans un cadre, avec aucun pouvoir de décision, dans un cadre consultatif comme le Conseil économique et social. C'est une nouvelle donne politique. Et dans ce cadre-là, l'homme politique conscient doit se positionner. Et je vous dis que la guerre va s'ouvrir. Parce que qu'est-ce qui va justifier que Macky Sall fasse confiance à Idrissa Seck? Vous pensez que Macky Sall va faire confiance à Idrissa Seck? Vous pensez qu'Idrissa Seck va faire confiance à Macky Sall? Quelle est la base de cette union? Il y a de l'éthique dans la politique. Il n'y a aucune éthique dans ce ralliement. Et nous sommes clairs, nous ne faisons pas de langue de bois sur cette question. Nous pensons que la politique, c'est quand même quelque chose de noble. Et nous avons choisi de faire la politique noblement. Nous n'avons pas dit que personne ne doit travailler avec le pouvoir. Mais les conditions dans lesquelles on doit travailler avec le pouvoir doivent être transparentes, expliquées aux populations. Et la nécessité la nécessité fait l'exception, il l'a dit. Mais la nécessité, c'est quoi? Et sur quoi on s'est fondé? Quelle est l'influence? Qu'est-ce qu'on doit faire? Toutes ces questions-là ne sont pas traitées. On se réunit pendant 15 mois, comme ça, on garde le silence, on se réunit, on se cache, et sera un bon jour, paf, on a rejoint le pouvoir, et on dit oui, c'est la nécessité. Nous n'y croyons pas, nous ne fonctionnons pas comme ça. Idrissa Seck a rencontré Macky Sall dans les mêmes conditions que vous avez rencontré le même Macky Sall, non? Non, mais ce n'est pas les conditions de la rencontre, c'est le contenu de la rencontre qui est important. Le contenu de la rencontre, ce n'est pas des négociations pour rejoindre le pouvoir. Le contenu de la rencontre, le président de la République a... Pourquoi le président estime qu'il faut m'appeler pour me parler? Il me connaît, j'ai un parcours. Et deuxièmement, pendant toute la période de Covid, je n'étais pas là. J'ai proposé 33 mesures étant à l'extérieur. Il en a piqué, excusez-moi le terme, 28, dont le fameux fonds des 1000 milliards. C'était ma proposition, qui a été mise en œuvre d'ailleurs de façon catastrophique. Ensuite, j'ai fait le jour d'après pour expliquer comment l'Afrique devait profiter de cette situation. Le lendemain, d'ailleurs, il a fait un article pour se présenter comme le chef de l'Afrique, etc., avec un combat qui a fait long feu sur l'annulation de la dette. Le surlendemain, j'ai fait l'appel de Kinshasa pour appeler à un programme commun. Personne n'a répondu. Par la suite, j'ai fait Toumbi 19 avec 19 mesures pour la relance économique. En juin, lui, il avait déjà annoncé une relance économique qui n'est venue qu'en septembre. Et cette relance économique-là reste dans les mêmes dispositions. Le même schéma d'endettement excessif, une mauvaise priorisation des investissements, une négligence des secteurs essentiels pour le capital humain. J'ai dit, je ne peux pas accepter ça parce qu'il n'y a pas les réformes qu'il faut. Mais quand quelqu'un qui est président, on ne peut pas reprocher ça au président Macky Sall, de voir qu'il y a un citoyen de surcroît de l'opposition qui fait des propositions intéressantes, qui lui parle pour savoir dans quelle mesure il peut profiter ou travailler avec lui. Il doit le faire. Et c'est une chose qu'il faut louer. Il l'a fait, on n'est pas d'accord. Le jour où il entrera dans le schéma dans lequel nous sommes, nous parlerons.
mais nous ne nous ruinerons jamais parce que les travers que nous dénonçons sont encore là. Et nous ne participerons jamais au pillage de ce pays parce que nous avons choisi de nous battre pour le peuple sénégalais. Vous estimez que le clash va bientôt arriver entre les nouveaux alliés? Mais un espadon, ça blesse. Alors, un espadon dans la cour, ça blesse. Vous savez, l'espadon... C'est le contraire d'autres analyses qu'on a entendues jusqu'ici. Couteau à double tranchant d'autres analyses qui avancent une idée, une démarche de Dauphinat dans cette alliance-là. Vous n'y croyez pas? Ils rêvent. Ils rêvent. Il n'y a aucun schéma de Dauphinat. Le Dauphinat, c'est le peuple. Tous les schémas qui ont été mis en place pour avoir une succession ont échoué. Au Sénégal, vous l'avez vu. C'est le peuple qui décide de qui va succéder, quel que soit le schéma que vous mettez en place, les changements de constitution. On a tellement vu de schémas ici, c'est le peuple qui décidera. Ce qu'on demande par contre, c'est que le calendrier électoral soit respecté, que le fichier soit revu, soit correct, qu'il y ait une intégrité électorale et que les populations soient suffisamment conscientisées. Le reste, c'est entre les mains du peuple. Nous ne croyons pas à ces histoires de Dauphinat et tout, c'est celui-là qui va venir, etc. Vous pouvez avoir vos préférences. Vous avez vu tous les gens qui sont sortis du pouvoir et qui étaient des pontes de la paire, qui sont sortis. Aujourd'hui, c'est des potentiels ennemis, en tout cas leurs militants de Macky Sall. C'est clair, ce n'est pas un renforcement, ils l'ont pas dit. C'est un affaiblissement. Beaucoup d'ailleurs d'entre ces personnalités qui ont été limogées du gouvernement ont participé à la dernière réunion de la direction de l'APR, sauf Aminata Touré. Vous en pensez quoi d'ailleurs, le cas Aminata Touré? Oui, ben, vous savez... le président Macky Sall sait très bien comment il gère ses hommes. Et sur ce plan-là, il est extraordinaire. Il sait très bien que tous les gens qui sont avec lui et qui ont de l'ambition, il va les laisser exprimer leur ambition et il va les liquider un à un. C'est ça la réalité. Liquider, lorsque vous avez des ambitions... Liquider, ça veut dire quoi? Liquider, mais politiquement. Vous avez vu comment ça s'est fait ici au Sénégal? Vous avez vu l'histoire récente du Sénégal, comment les gens s'autoliquident. Quand vous avez des ambitions politiques, il faut les affirmer et se positionner pour ces ambitions politiques. Point barre. L'eau am djel. Mais c'est ce que je crois. Je ne suis pas dans l'entre-deux chaises. On a vu d'autres opposants qui sont là, qui adoptent des attitudes incompréhensibles entre deux chaises. Il faut être clair. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une... Vous faites allusion à qui exactement? En tout cas, moi, ce que je considère, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a une nouvelle opposition politique qui se dessine. Qui se dessine avec des contours différents. Nous avons le président Sonko, avec son parti qui se développe. Nous avons l'excellent Thierno Alassane Sall, courageux, qui est en train de faire son chemin. Nous avons la coalition Tabac que nous dirigeons. C'est une ossature à laquelle les Sénégalais doivent croire. Il y a d'autres identités remarquables dans l'opposition. Je n'ai pas besoin de les citer, mais moi, c'est ma conception. Et c'est ce groupe, ce bloc qu'il faut encourager pour faire naître une nouvelle opposition. Parce que c'est des gens courageux. Mais dans l'analyse, votre estimation peut ne pas être exacte. Parce que oui, si bien me tromper. Macky Sall parvient à recruter Idrissa Seck, arrivé deuxième à la dernière présidentielle, et que cette opposition va forcément être orpheline de ce départ-là, c'est pas n'importe qui. Mais en même temps, quand on regarde que tout s'effrite, vous quittez la coalition Jotna pour mettre sur pied une autre coalition. Est-ce que ça participe à renforcer vraiment l'opposition? Mais vous voyez, le pouvoir a besoin d'avoir un seul bloc de l'opposition. Et en tapant sur ce bloc et en le tuant, il tue l'opposition. Donc s'il y a plusieurs blocs de l'opposition qui se renforcent, ça rend le travail du pouvoir beaucoup plus difficile. Et donc, il est intéressant dans un contexte où le numéro 2 sort et rejoint le pouvoir, que l'opposition ait des blocs puissants qui se développent. Donc, en sortant de la coalition Jotna et en mettant en place une autre coalition de l'opposition, qu'on avait déjà d'ailleurs, nous dans le mouvement Djengo, on avait une coalition avec 10 partis et mouvements. Et quand on est allé aux élections pour soutenir le président Sonko, on a dit aux partis de faire leur choix. Et quand on est allé à la coalition Jotna, ces partis ne nous ont pas suivis. Et quand on met en place cette coalition, ça renforce l'opposition, ça participe du renforcement de l'opposition. Et j'étais en train de vous dire que ce bloc-là
de ce trio. Je ne dis pas que les autres ne sont pas de l'opposition. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres identités remarquables. Moi, les personnes que j'ai fréquentées, en qui j'ai foi, j'ai pu constater leur courage et surtout leur désintéressement. Je l'ai constaté, leur engagement sincère. Et je pense qu'il ne faut pas laisser dans l'opinion que l'opposition ne vaut rien, qu'ils vont demain rejoindre le pouvoir. S'ils ne l'ont pas fait aujourd'hui, ils le feront demain. Ça participe à la démoralisation de ces gens qui luttent pour le changement. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut absolument pas accepter qu'un président de la République, fût-il Macky Sall ou un autre, est capable de venir réduire l'opposition à sa plus simple expression. Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui est réduit à sa plus simple expression parce que c'est un pouvoir de figuration. On a des gens qui sont là, qui n'ont aucun intérêt commun. Et on va voir la dualité qu'on a eue entre Wade et Idi. On va la voir bientôt entre Macky Sall et Idrissa Seck. Et on va encore perdre du temps. Il ne faut pas l'accepter. Nous ne l'accepterons pas. Toute cette campagne qui est menée pour dire que ouais, tous les opposants, ils vont rejoindre Macky Sall. Non, non et non. Vous avez été annoncé aux côtés de Macky Sall. Qui est maintenant le chef de l'opposition, Boubacar Camara? Alors, vous avez vu, lorsque Idrissa Seck, je reviens à lui, il a dit que le président Macky Sall m'a dit de laisser tomber cette histoire du chef de l'opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un schéma mis en place dans lequel il était prévu pour être chef de l'opposition, ce qui était complètement insensé. Nous l'avons combattu. Nous avons dit que le texte de la Constitution devait être complété. Et il est dit également que celui qui arrive deuxième à la présidentielle... Non, je vous dis, il n'y a pas de loi organique. Il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore qui fixe les conditions dans lesquelles on doit désigner le chef de l'opposition. Mais la tendance était de désigner... Non, ce n'était pas un problème de tendance, c'était une manipulation parce qu'on avait promis ce poste-là à Idrissa Seck. Il l'a avoué en disant que le président lui a dit de laisser tomber. Donc il fallait d'abord une loi organique. Et cette loi organique n'est pas rétroactive. C'est à partir de cette loi qu'on va voir la prochaine élection. Donc on ne pouvait pas désigner le chef de l'opposition sur la base des élections passées. Surtout que c'était des élections complètement sabotées. Donc c'était une manipulation politique. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir qui est le chef de l'opposition. Lorsqu'on aura un texte sur le chef de l'opposition, aux prochaines élections, on décidera qui est le chef de l'opposition. Donc ça veut dire que, justement, aujourd'hui, les choses sont en train de se clarifier au Sénégal. Et ce qu'on demande aux gens, c'est de se battre. Vous voyez les vraies questions qu'on a aujourd'hui. Vous voyez l'exil que les jeunes sont en train de subir. Vous avez vu les accords de pêche qu'ils viennent de signer pour 10 milliards. Nous sommes prêts à remettre à l'État 10 milliards, structurer 10 milliards sur la base de tickets d'entrée, de fonciers, de schémas, sur les exonérations, récupérer 10 milliards. Ce qu'ils attendent en 5 ans, on leur donne ça en 1 année. Et on structure un financement sur la base des ressources, certifier les ressources, trouver des gens, des sociétés qui peuvent exploiter ces ressources, débarquer une partie des poissons, mettre une industrie, mettre des quais, des frigos, mettre en place des abris, permettre aux femmes de travailler, permettre de transporter, de stocker le poisson et d'avoir des avions pour surveiller la pêche. Aujourd'hui, il est impératif de laisser tomber cet accord-là et de changer de cap. Voilà de vraies questions qu'il faut soulever. Ils disent 10 milliards, oui, mais que sur le thon et sur les ressources en merlu noir. Oui, mais alors, c'est peanuts. Et ensuite, le schéma n'est pas bon. Donner des licences de pêche aujourd'hui, c'est une erreur. Accorder des licences de pêche, il faut structurer des financements, faire du battering, je l'ai dit plusieurs fois. Un échange entre des ressources et des investissements. Ils vont investir dans les infrastructures. Ils vont faire en sorte que les richesses de ce pays-là puissent profiter aux Sénégalais. Qu'il puisse y avoir une transformation, une chaîne de valeur à partir du poisson, qu'on puisse avoir du poisson à transformer, du poisson à manger même. Mais aujourd'hui, cela ne se fait pas. Donc voilà des choix politiques qui sont des choix essentiels. Comment pouvez-vous comprendre que ces jeunes aillent braver la mer comme ça dans ces conditions? Vous pensez que ces jeunes qui sont prêts à braver la mer pour survivre ne seront pas prêts s'ils sont conscients de faire face à ceux qui, par leur mauvaise gouvernance, les privent d'une vie décente? Ce qui nous amène à parler des multiples politiques pour donner du travail aux jeunes. La dernière trouvaille de Macky Sall, mercredi dernier, en réunion du Conseil des ministres, il annonce la création d'un Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes
rattaché d'ailleurs à la présidence de la République et qui s'ajoute à l'ANPEJ, à l'ADER et à d'autres instruments de la même nature. Oui, quand on était dans l'administration, on disait toujours que la meilleure façon de tuer un problème, c'est de mettre en place une commission. C'est aujourd'hui ça. On met en place des structures et c'est une façon de ne pas régler les problèmes. La question de l'emploi, ce n'est pas une question de commission. Il faut investir dans des secteurs qui sont porteurs d'emploi. Aujourd'hui, les grands secteurs porteurs d'emploi, c'est l'industrie de transformation des produits agricoles, c'est l'industrie de transformation des produits miniers, l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'artisanat, le tourisme, la culture. Voilà des secteurs qui permettent non seulement de créer des emplois, mais d'avoir une croissance inclusive. Qu'est-ce qui a été mis comme argent dans ces secteurs? Mais pratiquement peanuts. Mais pourquoi? Parce que l'essentiel de l'argent que nous avons, c'est un endettement. Et cet endettement est orienté vers des gros investissements qui permettent de faire travailler des grosses entreprises de ceux qui nous prêtent. On a une sous-traitance qui est quand même faible par rapport à la réalité de ce qu'on devrait avoir pour nos entreprises. Et aujourd'hui, c'est normal qu'on ne puisse pas créer des emplois, qu'on ne puisse pas former les gens. On parle de formation professionnelle. L'objectif du gouvernement, c'est que le tiers de la formation soit destiné à la formation professionnelle. Mais quand tu veux que le tiers de la formation soit destiné à la formation professionnelle, il faut mettre le budget qu'il faut. Ils ont mis 5% du budget dans la formation professionnelle. Et ils veulent avoir le tiers. Ça n'est pas possible. Donc, c'est les options politiques du président Macky Sall. Quel que soit le maquillage qu'on en fait avec un pape accéléré, ajusté, c'est ces options politiques qui ne peuvent pas permettre d'avoir une croissance inclusive. Et c'est ce que je comprends, ce que je sais. Je pense qu'il faut changer de cap. Si on ne change pas de cap, quelles que soient les combinaisons politiques qui seront réalisées, on aboutira au même résultat. Et vous verrez, ce n'est pas parce que le président est au Conseil économique et social que les investissements vont changer. Ce n'est pas parce que les autres hommes politiques ont rejoint le président Macky Sall que ça va changer. Il faut absolument travailler sérieusement, mettre en place un programme commun pour régler ces problèmes-là qui sont essentiels et qui vraiment réduisent les misères que vivent les peuples sénégalais. Il y a certainement aussi à dire, pour rester sur le registre immigration clandestine, les politiques locales en faveur de l'emploi des jeunes dans les pays de départ comme le Sénégal ne suffisent pas à expliquer le phénomène, la responsabilité de la société. Au-delà, il y a certainement à dire sur les politiques migratoires, notamment celles de l'Union européenne. Oui, en fait, le Sénégal n'a pas de politique migratoire, déjà. Nous pensons qu'il faut avoir... Je parlais des politiques migratoires de l'Union européenne. Notre politique migratoire doit avoir deux axes. L'immigration choisie et le retour gagnant. Nous devons choisir quelle immigration promouvoir. Former nos jeunes, négocier avec les entreprises à l'étranger. Justement, négocier avec l'Union européenne en leur disant, nous avons des jeunes qui ont besoin de venir travailler dans vos usines, qui ont besoin de venir travailler dans vos champs. Nous les formons pour la langue, nous les formons pour les techniques. Ensemble, nous vous les envoyons. Nous veillons à leur situation régulière, nous veillons à leurs conditions de vie, à une santé, etc. Et nous préparons le retour gagnant. Retour gagnant non seulement pour venir se réinsérer ici, parce que nous aurons également mis en place les infrastructures qu'il faut. Retour gagnant parce que l'argent qu'ils ont et qu'ils envoient ici, nous le structurons pour avoir ce qu'on a appelé, nous, Diaspora SA. Une société avec des actions des membres de la diaspora avec 300 milliards comme compte courant associé pour faire les investissements qu'il faut. Donc, émigration choisie parce que nous choisissons d'amener les gens avec des antichambres préparées. Au début, ça se faisait. Au niveau de la vallée, on le faisait. Au niveau des pays africains, on envoyait des ouvriers qui venaient du Sénégal. On les formait pour aller dans d'autres pays africains. C'était une émigration choisie, organisée. Cela, c'est fini. Maintenant, l'antichambre de l'immigration, à un moment donné, c'était Sandaga, où les gens se cotisaient, et les gens allaient pendant l'été et revenaient. Ce n'est plus le cas. Maintenant, ils restent, parce qu'il n'y a plus de raison de revenir. C'est ça le problème. Et maintenant, c'est fini. C'est la mer qui constitue l'antichambre de l'immigration. Donc, elle est désorganisée, elle est suicidaire. Ce n'est plus de l'immigration, c'est un exil parce que les gens n'ont plus de solution.
Surtout avec la Covid qui a tout aggravé. Ils se sont retrouvés dans une situation où il faut choisir. Il faut choisir entre la peste et le choléra. Ils choisissent, ils disent, bon, j'ai 50% de chances de réussir, je n'encourage pas ça. Mais il faut comprendre que l'immigration, on n'a pas de politique d'immigration. Notre diplomatie, justement, doit servir à faire en sorte que nos jeunes soient dans des situations régulières là-bas et que les investissements puissent venir au Sénégal. Et en cas de retour, ils puissent venir s'insérer. Il n'y a pas de politique d'immigration au Sénégal, donc on ne soit pas étonné que les gens immigrent n'importe comment et dans des conditions extrêmement dangereuses. La pandémie de Covid-19 va changer quoi dans les politiques migratoires des uns et des autres? C'est déjà fait. Aujourd'hui, il y a un besoin formidable de ressources humaines au niveau des pays européens qui connaissent un vieillissement extraordinaire. Vous avez vu le ravage que fait et continue de faire la pandémie dans ces types de pays. Donc, ils vont de plus en plus avoir besoin de ces jeunes bras que nous avons et qui sont là, qu'il faut former. Il faut faire la connexion avec eux, négocier ferme pour cela. Mais aussi, il faut investir l'argent que nous avons, nous, pour nous orienter vers une économie qui nous permet d'être autonomes. Tout ce qui est médicaments, on doit travailler à la transformation sur place. Agriculture, je l'ai dit, il faut pouvoir transformer, vendre. Aujourd'hui, on vient de fixer le prix de l'arachide à 250 francs. Somme modique. Le marché noir, aujourd'hui, ils sont à 300, 350. Aujourd'hui, le prix de l'arachide devrait être... Gros effort quand même. Hein. Non, ce n'est pas un effort, c'est 40 francs de plus pour un prix qui était complètement modique. La saison, la campagne de l'année dernière... C'est pas rien non plus. La campagne de l'année dernière l'a montré. Les Chinois sont venus acheter à des montants extrêmement élevés, plus élevés que ça. Donc, il ne faut pas se contenter de ce qu'on nous dit. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a perdu le contrôle de ce pays. Les politiques publiques qu'ils mettent en œuvre, qu'ils maquillent en faisant des discours, ne permettent pas de changer la situation que nous vivons tous les jours. Il faut l'accepter et changer de cap. Le président de la République a reçu cette semaine le président de l'Assemblée nationale et d'autres députés qui lui remettaient le rapport de la mission d'information sur le programme décennal de lutte contre les inondations. Assez inédit d'ailleurs. Pour certains, la séparation des pouvoirs a pris un sacré coup quand le président de l'Assemblée nationale se déplace à la présidence de la République pour remettre un rapport. Peut-être vous avez votre commentaire là-dessus. Mais justement, les inondations, quel est le schéma que votre parti propose? Alors, sur les inondations, déjà, ça c'était une façon, juste cette commission, c'était une façon de contourner la commission d'enquête. Parce que si le président déclare qu'ils ont mis 750 milliards dans les inondations et qu'on se retrouve dans des situations, même s'il y avait des pluies exceptionnelles, il faut le reconnaître cette année, c'est ça qui a aggravé la situation. Mais aujourd'hui, il faut qu'on puisse accueillir les eaux pluviales, les eaux de ruissellement. Il faut pouvoir les accueillir, les drainer. Les investissements qu'il faut faire pour les drainer, ce n'est pas avec le budget de l'État qu'il faut le faire. Il faut des moyens de trouver, il faut trouver l'argent qui permet de le faire à partir de toutes ces dépenses fiscales qu'on récupère, à partir de cette sous-traitance qu'on fait avec des privés sénégalais associés à des étrangers, à qui on donne la possibilité de le faire. Et ensuite, il faut que, dans le cadre des inondations, qu'on puisse préparer justement l'implantation des habitats. Aujourd'hui, les gens construisent n'importe où et n'importe comment. Il n'y a aucune surveillance. Il y a tout un programme je ne dis même pas un programme, il y a toute une organisation mafieuse qui permet d'avoir toutes sortes d'autorisations à tout moment. Les gens s'implantent là où ils veulent. Un plan d'aménagement du territoire qui tienne compte de cette réalité, de ces eaux. Des eaux de pluie, des eaux de ruissellement et les eaux usées. Il y a des zones, comme dans les quartiers dans lesquels j'habite, j'ai vis, j'ai grandi, Grand Yoff, où il y a des mélanges d'eau de pluie et d'eau de ruissellement. Ou même les populations, l'utilisation des ordures qui sont jetées n'importe où. Il y a tout un schéma à réorganiser. Ce qui fait que quand il y a une inondation, mais ça se reflète et ça donne des résultats que nous avons. Aujourd'hui, ils ont commencé à mettre en place ce plan en 2012, mais après ils ont arrêté. Il a arrêté de pleuvoir, ils ont arrêté. Et après, la pluie a repris, et voilà la situation. Ça, c'est de l'improvisation. Vous savez, gouverner un pays, c'est du sérieux. C'est du sérieux. C'est un travail quotidien, c'est du full-time job.
vous regardez la situation, l'état des lieux, vous anticipez, vous prenez les mesures, vous planifiez. Ça ne se fait pas au Sénégal. Chaque fois qu'il y a un problème, il y a un discours d'apaisement et tout. Et aujourd'hui, maintenant, on est arrivé à une situation où les choses s'amoncellent. Mbass, Mbund, Mbek. L'eau sous toutes ses formes après les inondations, l'eau que les ménages, les Sénégalais consomment chez eux, à la maison. Le départ de SDE, l'arrivée de Suez via son appellation, sa filiale sénégalaise Sen'Eau, n'a pas changé les choses. Il y a beaucoup de quartiers, de maisons de Sénégalais qui vivent une situation difficile, des coupures d'eau qui durent des jours, des semaines. Qu'en pensez-vous? Cette situation que beaucoup vivent, beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent sans doute sont en train de galérer avec ça. Je disais tout à l'heure que dans ce pays, il y a des misères qui vous fendent le cœur. Il y a des gens qui manquent jusqu'à la nourriture et qui mangent même en pièces détachées. Ils se remplissent de ventre en cours de journée et puis on a oublié les repas réguliers avec, sans compter le contenu et la qualité de ce que les gens mangent ici. C'est la réalité. Et l'eau qui est vitale aujourd'hui, l'eau potable manque. Je ne parle même pas des villes. Allez dans la campagne, vous voyez ce que les gens boivent. Mais c'est parce que le schéma qui est mis en place pour la production de l'eau ne permet pas de suivre l'évolution de la population. Aujourd'hui, on perd de l'eau de ruissellement. On perd de l'eau, mais qu'on peut trouver dans les nappes, qu'on peut travailler, utiliser. Ils ont un projet de désalinisation de ah oui, sur les mamelles. Et puis il y a Montmarsar 3, mais ce n'est pas suffisant par rapport à l'évolution de la population. Aujourd'hui, pourquoi ne pas... Mais tous ces projets qu'on avait sur le lac de Guiers, sur le canal du Cayor, mais ces projets sont des projets viables aujourd'hui. Pourquoi ne pas ressortir ces grands projets et fournir de l'eau aux populations? Le canal du Cayor, on a abandonné depuis longtemps par Abdoulaye Wade. Parce que tout ce qui est ressources d'eau peut être optimisé. Dans le pire des cas, lorsque vous n'avez plus d'eau, vous n'avez pas de source, ce qui n'est pas le cas. Nous, on a nos fleuves, on a les canaux, les rivières, on a la nappe à fleur de peau. L'eau est là. L'eau à gogo est là. Mais s'il n'y a pas d'investissement pour sortir l'eau, la transformer et la mettre à la disposition des populations, vous l'avez. Et dans le pire des cas, vous avez la mer. Dans le pire des cas, vous avez la mer. Mais si vous ne faites pas l'investissement, vous ne pouvez pas l'avoir. Et les gens, évidemment, boivent de l'eau qu'ils trouvent à leur disposition, avec toutes les conséquences que nous avons. Donc, on n'est pas étonné que les gens fassent la gueule de temps en temps pour avoir de l'eau. Et on dit qu'on est dans un pays qui est en train de se développer. On nous parle de croissance à 2 chiffres. C'est ça le cinéma qu'il faut arrêter. Quand nous voulons développer notre pays, disons-nous la vérité. Mettons sur pied, mettons sur place tous les problèmes. Et trouvons des solutions pertinentes. La question, c'est les solutions pertinentes. Ce n'est pas les combinaisons. Nous ne sommes pas dans des combinaisons, nous sommes dans la proposition de solutions pertinentes. C'est pour ça que notre coalition, la coalition Tabar, travaille à ça. Une opposition responsable, une opposition réfléchie, une opposition cohérente dans le schéma. Et de la concurrence aussi entre leaders de ces différentes coalitions de l'opposition. Concurrence, oui, pourquoi pas. Mais qui tranche la concurrence. Vous allez faire la concurrence à votre ancien allié Ousmane Sonko. Non, alors, vous avez quitté Jotna pour Tabar. Ce qui me fait souvent rire, c'est tous ces gens qui cherchent la petite bête entre Ousmane Sonko et moi, ils ne font que consolider nos relations. Nous nous sommes rencontrés dans un combat où tout le monde lui avait tourné le dos. J'ai compris que son chemin était bon et qu'il fallait le soutenir. Nous l'avons soutenu pour les élections présidentielles et nous sommes en concertation. Tant qu'on est ensemble sur ce chemin-là, on n'aura aucun problème. Donc je pense que la concurrence, elle est nécessaire sur le plan politique et c'est le peuple qui va trancher cette concurrence-là. Nous n'avons pas ce problème. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est la confusion. La confusion, on ne sait pas qui est dans l'opposition, qui ne l'est pas. C'est ça. On ne peut pas nous expliquer. Il faut qu'ils arrêtent d'essayer de nous expliquer qu'ils ont rejoint le pouvoir et parce que c'est normal, parce qu'il y a la Covid, etc. Attends, soyons sérieux, quoi. Vous travaillez, Boubacar Camara,
Vous travaillez depuis plusieurs mois à Kinshasa, donc en RDC, une sorte d'exil professionnel pour un homme politique qui a les ambitions que vous avez. Alors non, ce n'est pas un exil. Moi, Pouvez-vous travailler de loin pour... Non, je ne travaille pas de loin. Attendez, il faut... Moi, je suis un... Faire de la politique de loin. Non, moi, je suis un consultant international. J'ai toujours travaillé dans plusieurs pays. J'ai des clients partout. Partout où j'ai des clients, j'y vais. Je travaille, je répartis mon temps en fonction des engagements que j'ai pris. La politique n'est pas un métier pour moi, premièrement. Deuxièmement, je ne suis pas chef de parti. Je suis président d'honneur d'un parti qui existe, qui fonctionne, qui a un secrétaire général, Morniaï, qui est sur le terrain, qui s'implante. Moi, je suis président d'honneur. Je ne suis même pas président d'honneur, c'est Serigne Mormbaye qui est notre président d'honneur. Je suis le président fondateur honoraire. Il me demande mon avis, il me demande ce que je pense, ils ont des instances régulières qui se réunissent et ça ne me gêne pas absolument d'aller à l'étranger et de travailler pour structurer des financements, de travailler pour réorganiser, réformer, comme je l'ai fait d'ailleurs au Sénégal. Je l'ai fait plusieurs fois au Sénégal en étant à la douane, je l'ai fait également en étant secrétaire général de Karim. Karim Wade, parlons-en par exemple. Combien de fois on m'a dit, oui, c'était le joker de Karim Wade, c'était le plan B, c'est un disque rayé maintenant. Ils ont arrêté ça. Vous avez été le secrétaire général, du grand ministère de Karim Wade, et le travail le ministère du ciel et la terre, comme le caricaturé. Mais voilà, aujourd'hui, ça ne marche pas avec nous. Ces caricatures ne marchent pas avec nous. Vous évoquiez Thierno Alassane Sall, qui a écrit un livre sur les contrats pétroliers et gaziers, en tant qu'ancien collaborateur de Karim Wade. Étiez-vous au courant de tout ce qui se faisait, notamment en faveur de Franck Timis, le patron de Petrotim? J'ai déjà dit mon avis sur ça. J'étais à la DIC d'ailleurs, dans ce cadre, en expliquant mon analyse d'alors. J'avais dit que le code de 98 n'était pas favorable pour la signature de contrat. Et je l'avais dit à qui de droit. J'avais donné mon point de vue. Je considérais qu'il ne fallait absolument pas signer, qu'il fallait certifier les réserves. Karim Wade, vous avez demandé votre avis? Non, il n'a pas à me demander mon avis. Le dossier est passé entre mes mains. Je l'ai analysé et j'ai dit voilà ce que je pense qu'il faut faire. Sur Franck Timis et Petrotim? Petrotim et Franck Timis, je l'ai dit. Et ce que j'avais dit avait commencé à être mis en œuvre. Et je ne sais pas par quelle magie c'est arrivé à une signature après, mais ça ne me concerne pas. Je n'avais aucune décision politique à prendre. Je sais me limiter à mon périmètre. Donc aujourd'hui, pour revenir à Thierno Alassane Sall, c'est un homme honnête, intransigeant, qui s'est battu, qui a démissionné parce qu'il n'a pas été d'accord sur des convictions. C'est ça que nous croyons. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut dire non. Mais quand vous dites oui, parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous êtes contraint, parce que vous pensez à votre poche, il y a un problème d'éthique politique. Et c'est ça que nous reprochons à tous ces gens qui rejoignent le pouvoir parce que simplement, ils veulent rejoindre le pouvoir. Il n'y a pas de justification. Il faut rendre la politique plus noble que ce qu'on voit aujourd'hui. Merci Boubacar Camara d'être passé devant le grand jury. Vous êtes le président fondateur honoraire du PCS, Parti de la construction et de la solidarité, qui a mis en place une nouvelle coalition dans l'opposition, la coalition Tabac. Vous êtes ancien directeur général des douanes sénégalaises, inspecteur général d'État, IGE. Vous avez pris votre retraite à l'IGE pour plus peut-être de liberté professionnelle et politique. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le grand jury. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Yéya et Abdou à la régie. À Magui aussi pour le digital. Bonne fin de semaine à tous. Mi te kan hamrayitin